Ce cours est destiné aux élèves de tronc commun option technologie intitulé La quantité de matière et la mole en tant que notion nouvelle pour nos élèves. Donc la mole, on doit définir ou déterminer c'est quoi une mole. Donc on va commencer par une activité. En chimie, la quantité de matière représente un nombre d'entités, c'est un nombre d'atomes ou de molécules ou d'ions. Et pour déterminer le nombre d'atomes présents dans un clou de fer, on mesure sa masse dans une balance. On va trouver que la masse solide, la masse du clou de fer est égale à 100 grammes. On considère le clou contient que des atomes de fer. Et on va répondre aux questions suivantes, c'est-à-dire le calcul de la masse approchée, le nombre des atomes et enfin, on va déterminer le temps nécessaire pour compter ces éléments et on va déterminer c'est quoi une mole. Donc, calcul de la masse. Vous avez déjà vu que la masse d'un atome est égale, c'est le nombre des constitutions de cet atome, c'est-à-dire Z, c'est le nombre de protons fois la masse d'un seul proton, plus N, c'est le nombre de neutrons fois la masse d'un seul neutron, plus Z, c'est le nombre des électrons fois la masse des électrons. Et puisque la masse des électrons, comme indiqué dans l'énoncé, c'est inférieur à la masse des protons et des neutrons, c'est-à-dire on va négliger la masse des électrons. Donc la masse des électrons est négligée. Et vous avez déjà vu que la masse d'un noyau ou la masse d'un atome est concentrée dans son noyau. Donc la masse de fer en général est égale à, c'est le nombre de nucléons fois la masse des protons, sachant que la masse des neutrons et la masse du neutron sont presque égales. Donc, en tant qu'application numérique, donc la masse de fer d'un atome de fer est égale à 56 fois la masse d'un seul proton, 6 fois 10 à la puissance moins 26 kg. Donc, on va faire le calcul, c'est 10 à la puissance moins 26 kg. C'est la masse d'un seul atome de fer. Donc, la deuxième question consiste à déterminer le nombre des atomes contenus dans cette masse. Donc, N est égal. Normalement, c'est la masse divisé par la masse solide ou la masse globale divisé par la masse d'un seul atome, donc est égal 100 grammes, c'est-à-dire fois 10 à la puissance moins 3, on va la transformer en kilogrammes divisé par 9,3 fois 10 à la puissance moins 26. Donc application numérique, N est égal à 1,07 fois 10 à la puissance 24. Donc, on observe que cette valeur est très élevée, c'est-à-dire que seulement 100 grammes de fer contient un certain nombre très important des atomes de fer. C'est-à-dire que le temps nécessaire ou pour déterminer le temps nécessaire pour compter ce nombre, donc delta T égale presque 3,9, 10 à la puissance 16 ans. C'est un temps qui est très élevé. Donc, les chimistes ont pensé que pour réduire, c'est-à-dire le temps, ils ont passé de macroscopique vers le microscopique. C'est-à-dire qu'ils vont créer une autre unité qui s'appelle la mole. Donc la mole, c'est quoi? C'est la quantité de matière destinée qui détermine le nombre des atomes. Donc la mole est la constante d'Avogadro. Donc le nombre des espèces chimiques, atomes, molécules ou ions présents dans une mole. C'est-à-dire que le nombre, c'est lié à la mole, est appelé le nombre d'Avogadro, est égal, N est égal, c'est une constante,
6,02, 10 à la puissance 23 mol moins 1. Donc, quelle est la provenance de cette valeur? Donc, on calcule N, en général, c'est la masse du carbone fois 1, c'est-à-dire 1 mol, divisé par la masse A fois MP. Donc, d'après les calculs 12, 10 à la puissance 10 à la puissance moins 3, 12 fois 1, 6, 10 à la puissance moins 27, on va trouver que N, sur une valeur constante, égale 6,02, 10 à la puissance 23 mol moins 1, c'est-à-dire c'est une constante appelée la constante d'Avogadro. Donc cette constante est liée à la mol, c'est-à-dire que la mol en général, c'est le nombre des atomes qui se trouvent dans 12 grammes de carbone 12. Donc, pour déterminer la quantité de matière en général d'un échantillon quelconque, comme vous voyez sur le tableau, donc la quantité de matière d'un solide est égale la masse, c'est le nombre, divisé par Na, c'est-à-dire le nombre des atomes qui contient dans cet atome, divisé par la constante d'Avogadro, Na. C'est la relation entre la quantité de matière et la constante d'Avogadro. Donc, deuxièmement, on va déterminer la masse molaire d'une molécule ou d'un ion. Donc, c'est quoi une masse molaire? Donc, chaque élément chimique ou espèce chimique est caractérisé par une masse molaire spécifique. Par exemple, l'hydrogène est égal à 1 gramme par mol, le carbone égale 12 grammes, l'oxygène égale 16 grammes par mol. Donc, c'est quoi cette masse? C'est la masse occupée par une seule mol. Donc, c'est pour une molécule ou un ion, donc quelle est la valeur ou la détermination de la masse molaire moléculaire ou d'une molécule? Par exemple, on va choisir les exemples. Donc, par exemple, la masse molaire de H2O est égale, donc la masse molaire de Ce2 égale, donc pour déterminer la masse molaire des molécules, on constate de déterminer en premier lieu quels sont les atomes constituant cette molécule. Par exemple, dans cette molécule, on va trouver la présence de l'hydrogène plus l'oxygène, c'est-à-dire que la masse molaire de l'hydrogène, la masse molaire de l'oxygène. Et on va multiplier chaque molécule fois le nombre de cette molécule. C'est-à-dire qu'on a 2 atomes d'hydrogène, c'est-à-dire 2 fois la masse, donc une seule, donc en tant qu'application numérique, est égale 2 fois la masse molaire de l'hydrogène égale 1 plus 1 fois 16, c'est-à-dire égale 18 grammes par mol. Pour CO2, on va déterminer quels sont les constituants de cet atome, c'est le carbone et l'oxygène. Donc le nombre de carbone est égal à un seul atome, par contre l'oxygène égale 2. Donc est égal 1 fois 12 divisé par 2 fois 16 est égal, donc 32, c'est 44 grammes par mol. C'est pour les éléments moléculaires, mais si on aura par exemple des éléments ioniques, HCO3-, donc on constate que cet ion en général est comme une molécule, c'est-à-dire on va éliminer totalement la charge. On ne s'intéresse pas à la charge électrique et on détermine juste les constituants de cette molécule, c'est-à-dire que l'hydrogène plus la masse de carbone plus la masse de l'oxygène et on calcule, on détermine 1 fois donc un atome et 3 atomes d'oxygène, donc égale 1 plus 12 plus 40, 48. Donc égale donc 61 grammes par mol. Donc pour les ions en général, on ne s'intéresse pas
aux charges électriques. Donc, après les calculs de la masse molaire et de la quantité de matière, quel est le lien entre ces deux éléments? Donc, le lien entre ces deux éléments, représenté par la quantité de matière dans un échantillon, dans une espèce chimique solide. C'est-à-dire que la masse molaire, la quantité de matière est égale à la masse de cet échantillon divisé par la masse molaire de cet échantillon. Donc, on va appliquer cette relation et les relations précédentes dans cet exercice d'application. Donc, calcul de la masse molaire de saccharose. Donc, N, la masse molaire c'est 12 H22O11. Donc, est égal. Donc, tout d'abord, on va déterminer le nombre, les constituants de la molécule, c'est le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Donc, et on détermine, on doit multiplier fois le nombre de chaque atome. Par exemple, le carbone, on a 12, 22 et 11. Donc, la valeur, 12 fois 12 plus 22 fois 1 plus 11 fois 16. Donc, la valeur est égale grammes par mol. C'est la masse molaire de C12H22O11. Donc la question 1. La question 2, c'est la détermination de la quantité de matière. Donc, la quantité de matière, dans une masse de 5 grammes. Donc, N de C12H22O11 est égal à la masse de cet élément chimique ou cette espèce chimique divisé par la masse molaire, c'est-à-dire égal 5 divisé par 342. Donc, la quantité de matière, c'est 12H22O11 est égal à 1,4 fois 10 à la puissance moins 2 mol après l'application numérique. Donc, la dernière question, c'est de faire une relation entre la quantité de matière pour déterminer le nombre d'atomes. Donc, on sait que donc N est égal à N divisé par NA. Donc, le nombre des atomes, N est égal, c'est la quantité de matière NS fois Na. Donc, application numérique, N est égal, N c'est 2 mol fois 6,02, sachant que la constante d'Avogadro, ou le nombre d'Avogadro, c'est une valeur constante, donc égale 12,04 fois 10 à la puissance 23. On observe toujours que le nombre d'atomes dans cette quantité de matière est très important pour une quantité très faible. Donc, d'après la détermination de la quantité de matière des éléments, des espèces chimiques en général dans le cas solide, on va passer dans le deuxième cas pour le cas des gaz. Donc, les gaz, c'est le volume molaire. C'est quoi un volume molaire? Donc, le volume molaire, c'est le volume occupé par une mole de ce gaz dans les conditions de pression et de la température, exprimé en soit mètre cube par mol ou par litre par mol, qui est l'unité pratique. Donc, on a déjà parlé de la masse molaire pour les solides, mais pour les gaz, on va parler juste du volume molaire. Donc, dans les conditions de température et de pression, on va trouver deux valeurs de volume molaire. Donc, dans les conditions ordinaires, c'est-à-dire une température de 20 degrés et une pression de 1 atmosphère, on va trouver que Vm est égal à 24 litres par mol. Par contre, dans les conditions normales, il faut différencier entre
les conditions ordinaires et les conditions normales. Donc les conditions normales, la température égale 0 et la pression égale 1. Dans ce cas, on va trouver que le volume molaire est égal à 22,4. La quantité de matière dans ce cas pour les gaz est égale, la quantité de matière égale le volume divisé par le volume molaire. Donc l'équation des gaz parfaits en général, et avant de parler des gaz parfaits, c'est quoi un gaz parfait? C'est un gaz qui suit la loi de Boyle-Marius qu'on va le trouver après. Donc on va réaliser 4 expériences. Dans chaque expérience, on va fixer des paramètres et on va déterminer ou mesurer d'autres paramètres. Parmi les paramètres caractéristiques d'un gaz, c'est la pression, la température, le volume et la quantité de matière. Dans la première expérience, on va fixer la température et la quantité de matière et on observe que la pression est inversement proportionnelle avec le volume. C'est-à-dire, lorsqu'on augmente la pression, le volume diminue. Par contre, deuxième expérience, on va fixer le volume et la quantité de matière. Et on va trouver que la pression et la température sont proportionnelles. Troisième expérience, on va fixer la pression et la quantité de matière et on va mesurer la température et le volume. On va trouver que ces deux paramètres sont inversement proportionnels. Et dans la quatrième expérience, on va fixer la température et le volume et on détermine la pression en fonction de la quantité de matière. On observe que ces deux paramètres sont proportionnels. Donc, à une température constante, pour une quantité de gaz donnée, le produit entre la pression et le volume, d'après les expériences précédentes, surtout pour une température constante, on parle de température constante, que le produit entre la pression et le volume est égal à une valeur constante. C'est-à-dire que lorsque ces deux paramètres multipliés donnent une valeur constante, on parle de ce qu'on appelle la loi de Boyle-Mariot. Donc, le modèle des gaz parfaits, en général, le gaz parfait, c'est un gaz qui suit la loi de Boyle-Mariot. C'est-à-dire, à une température fixe, on doit trouver que la valeur de la pression, le produit entre la pression et le volume est égal à une valeur constante. Donc, l'équation des gaz parfaits, en général, d'après les expériences 1, 2, 3, 4 précédentes, on trouve qu'il y a une relation entre BV, N, T. Donc, avec une proportionnalité de la valeur R, c'est une constante des gaz parfaits. Donc, l'équation des gaz parfaits est égale B fois V égale à N fois R fois T. Avec B, c'est la pression en pascal, le volume V en mètre cube, la température en Kelvin. Et dans ce cas, on va donner la relation pour transformer les valeurs de la température en degrés Celsius en Kelvin. C'est-à-dire que une température de 1 Kelvin est égale, normalement la température en degrés Celsius, c'est la température ordinaire, plus 230,15. C'est la valeur de l'échelle absolue. Donc, la température en Kelvin, c'est la température en degrés Celsius plus 273,15. Donc, cette température égale 0, c'est le zéro absolu ou l'échelle absolue de Kelvin. Par contre, R, c'est une valeur constante des gaz parfaits qui caractérise seulement les gaz parfaits, est égale à 8,314 joules, mol moins 1, Kelvin moins 1, et bonne chance.